Je vais vous parler de méthode et aussi de ce que je pense des contes de fées en général et pourquoi c'est intéressant de les étudier, d'accord? Ensuite, avant d'arriver sur La Belle au bois dormant, donc ça, je sais pas, peut-être qu'on va passer 20 minutes sur l'introduction et ensuite le reste sur le texte. Alors, au niveau de la... Bonjour. Alors, au niveau de la méthode, voilà, la première chose, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on essaie de faire ça. Qu'est-ce qu'on essaie de faire, d'accord? Qu'est-ce qu'on essaie de faire quand on parle de ces histoires? Et la première chose qu'on n'essaye pas de faire, on n'essaye pas de comprendre l'intention de l'auteur de l'histoire. Mon but n'est pas de comprendre ce qu'avait Charles Perrault en tête lorsqu'il a écrit ces histoires, ou ce qu'avaient les premiers auteurs, parce qu'en fait, La Belle au bois dormant, c'est une histoire dont les premières versions elles remontent au moins à 700 ans ou 800 ans en arrière, au milieu du Moyen-Âge. Donc le but n'est pas d'essayer de comprendre l'intention de ces auteurs-là. Pourquoi? Il y a plein de raisons, mais déjà, c'est pas très intéressant. 2, en fait, c'est impossible. Et 3, de toute façon, c'est pas vraiment leurs histoires. C'est-à-dire que les gens qui racontent ces histoires, ils reprennent d'autres, vous voyez, et ils les modifient. Et donc, ce qui est intéressant, c'est plutôt de comprendre le rôle social que jouent ces histoires, pas tellement le rôle qu'elles ont eu pour la personne qui l'a écrit. Donc ça, on met de côté, c'est pour ça que c'est barré. Voilà les 4 choses qui m'intéressent ici. C'est 1, comprendre la fonction de ces histoires. C'est-à-dire qu'est-ce que ces histoires, quel rôle en fait ces histoires elles jouent dans nos vies. Et mon point de vue à moi, qui m'intéresse aux sciences pénales, ces histoires, elles jouent un rôle par rapport à nos attitudes éthiques, nos attitudes morales, par rapport à la formation, ce qu'on considère être le bien et le mal, et comment est-ce qu'on considère que les gens vont sur la bonne ou sur la mauvaise voie. C'est pour ça qu'on a toujours ces personnages maléfiques, c'est pour ça qu'on a toujours ces histoires de développement, de maturation, parce qu'on essaie de comprendre. Pour moi, le cœur de la fonction de ces histoires, c'est de nous montrer, de nous donner des repères, une carte pour se repérer sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. D'accord. La deuxième chose, c'est essayer de comprendre pourquoi ces histoires ont du succès. Alors évidemment, les choses vont ensemble, mais l'idée, c'est que si ces histoires, elles marquent tellement les gens, et donc là, je vous ai mis Disneyland, qui est une des destinations les plus prisées d'Europe, d'accord, où il y a beaucoup d'adultes qui vont là-bas. J'étais choqué parce que moi, je suis avec mes enfants, mais il y a beaucoup d'adultes qui vont là-bas, comme on pourrait dire sur une sorte de lieu de pèlerinage, d'accord, parce que en fait, Disney, le succès de Disney vient du fait que ce ne sont pas leurs histoires, d'accord, c'est qu'ils ont pris des grandes histoires du folklore et ils ont célébré et mis à leur goût, dans des couleurs modernes, etc., les grandes histoires de notre folklore. Et donc, le succès de ce lieu, je l'explique comme ça, j'explique parce que ces histoires jouent une fonction très importante pour nous, alors elles nous marquent et alors elles ont du succès. Si l'histoire n'était pas racontée de la même manière, elle pourrait ne pas avoir de succès. Vous voyez, si on échangeait tous les détails et que les symboles ne jouaient plus le rôle qu'ils jouent, et bien à ce moment-là, ils n'auraient plus de succès. Donc comprendre ces symboles, c'est comprendre ce qui fait que les histoires ont du succès. Et c'est pour ça que les artistes font partie des gens qui s'intéressent beaucoup à ce dont on parle là. Les auteurs dont je vais vous parler en introduction sont des auteurs qui sont beaucoup lus par les artistes, d'accord. J.K. Rowling, elle connaît très bien Carl Jung. D'accord, elle a fait des références à Carl Jung, elle connaît très bien. Les gens qui ont fait Le Roi Lion, qui ont fait Star Wars, ce sont des gens qui connaissent les auteurs dont je vais vous parler. Donc en fait, les gens qui veulent faire des histoires à succès, ils comprennent, qu'ils font comprendre les symboles qui marchent et les symboles qui ne marchent pas. Vous voyez. Troisième, toujours dans le même ordre d'idée, on veut comprendre pourquoi ces histoires nous marquent. Voilà, c'est pourquoi, quand on voit des choses comme ça dans l'enfance, c'est des choses qui ensuite vous marquent, et à l'âge adulte encore, ces histoires vous touchent, vous avez envie de les transmettre, etc. Et enfin, ça va être le cœur du cours ici, d'essayer de conscientiser, c'est-à-dire de rendre conscient ce que ces histoires peuvent nous apprendre sur un plan inconscient. C'est-à-dire que l'enfant voit des choses, ça lui apprend quelque chose qu'il ne comprend pas. Les parents veulent le montrer à l'enfant, ils ne savent pas forcément pourquoi non plus. Et donc, tout ce schéma qu'on a décrit, c'est un schéma qui se passe sur un plan inconscient. Et un des efforts de ce cycle de conférence, ça serait de rendre conscient certains des aspects, pas tous, d'accord, mais certains des aspects de ces choses qui nous parlent sur un plan inconscient. Et on s'en rend compte sur le fait que, intuitivement, au moment où on le rend conscient, on dit « Ah bah oui, évidemment, ça me parle ». Vous voyez, c'est comme ça qu'on se dit « Ah oui, c'est bien ça, ça fait bien partie des choses qui touchaient les gens dans ces histoires ». Donc ça, c'est l'objectif. Ensuite, quelles sont les règles qu'on va se donner tout le long du cycle, d'accord, sur les 12, c'est pas les règles que je fais moi, mais c'est les règles des gens qui essaient d'interpréter ces symboles. D'abord, il ne faut pas chercher à être original. C'est ça la première chose. C'est-à-dire qu'en fait, si ce sont des symboles qui ne me parlent qu'à moi, d'une certaine manière, parlent qu'à moi, alors c'est pas intéressant. Vous voyez, il faut en fait que l'interprétation soit la moins originale possible.
Parce que le but est de comprendre comment ça peut parler au plus de gens possible. Et donc, plus j'ai une interprétation qui est idiosyncratique, c'est-à-dire qui me parle à mes symboles à moi, moins elle est intéressante. Et donc ça veut dire qu'il va falloir s'appuyer sur comment les autres gens traditionnellement ont interprété les choses. Et plus on trouve que un symbole est interprété d'une certaine manière dans le temps par beaucoup de gens, plus c'est intéressant. Vous voyez? Donc il ne faut pas chercher à être original. Deuxième chose, je refuse d'avoir une interprétation qui est cynique, d'accord, de ces histoires-là. Et j'ai la même attitude vis-à-vis des communautés que vis-à-vis de la religion. Je refuse d'avoir une attitude qui est cynique. On peut évidemment prendre toutes ces choses-là et les prendre d'un point de vue cynique. On peut prendre la religion comme étant l'opium du peuple, on peut prendre les contes de fées comme étant la perpétuation d'un système de domination, etc. On peut très bien faire ça, mais globalement, ça ne nous mène pas très loin. Ça ne nous mène pas très loin, ça ne répond pas tellement à tous ces objectifs dont on a parlé avant, de comprendre comment ça marque tellement les gens, comment ça peut tellement fasciner des gens sur toute la planète, même dans des cultures différentes, pourquoi les Japonais peuvent tellement être intéressés par La Belle au bois dormant, comment des Français peuvent être tellement intéressés par l'histoire de Naruto, alors que ce sont des histoires qui ne sont pas du tout censées leur parler en termes de reproduction d'une structure sociale, etc. Ouais. Et donc, l'approche cynique qui consiste à voir toutes ces choses-là avec comme étant juste le fruit de tentatives de manipulation, etc., ça ne me paraît pas très intéressant. Ce qu'on veut faire, en revanche, côté positif, on veut que cette interprétation elle soit intuitive, c'est-à-dire qu'on veut que, eh bien, une fois qu'on propose une explication, on veut que notre intuition y adhère, c'est-à-dire on dit oui, en effet, même si je n'arrive pas à mettre le doigt sur pourquoi cette interprétation-là elle fait sens, donc on veut que ce soit intuitif, et enfin, on veut que ce soit scientifique, c'est-à-dire que ça obéisse à la règle du rasoir d'Occam. Et cette règle, c'est la règle de base de la science, c'est qu'en gros, on doit toujours privilégier l'explication la plus simple qui explique le plus de choses. D'accord ? Donc ça veut dire qu'entre deux explications aussi complexes, on choisira celle qui explique le plus, et entre deux explications qui expliquent autant, on choisit la plus simple. Vous voyez ? Donc là, je vous donne un exemple très simple. Sur La Belle au bois dormant, il y a tout un corpus d'interprétations dont on va parler qui sont très complètes, qui expliquent vraiment la totalité du conte. Et puis, il y a une interprétation un peu plus idiosyncratique qui vient de la psychanalyse freudienne, qui avait à voir avec l'histoire des filles par rapport à leur menstruation, et un truc comme ça. Très bien, mais sauf que ça explique qu'un tout petit morceau du conte. Ça n'explique pas tout le conte. Donc oui, très bien, on peut dire, alors il y a du sang, elle a 16 ans, machin, bon, très bien, mais ça c'est l'interprétation de Bruno Bettelheim, d'accord, ça correspond qu'à un tout petit morceau du conte, ça raconte pas tout, ça explique pas les ronces, le dragon, les fées, machin, vous voyez, il n'y a qu'un petit morceau. Et donc du coup, entre deux interprétations, on veut celle qui explique le plus, d'accord, et entre deux qui expliquent autant, on veut la plus simple. Ça va ? Du coup, comment on fait pour appliquer ce rapport d'Occam ? On le fait par une règle qu'on appelle en interprétation symbolique les amplifications. C'est-à-dire que pour voir à quel point une explication elle tient la route, vous allez chercher si elle fonctionnerait aussi dans d'autres œuvres. Et donc là, je vous ai mis 3 exemples du dragon rouge. D'accord ? Dans Mulan, le dragon rouge, c'est manifestement un signe de sa masculinité. Parce que c'est le dragon rouge qui lui apprend à être un homme. Et donc Mulan a besoin de devenir un homme, elle rencontre ce dragon rouge, et ce dragon rouge, il lui apprend, au début il lui apprend très mal, il dit un homme, ça crache par terre, c'est mal poli, etc. Et donc c'est comme ça que progressivement elle apprend à devenir un homme, d'accord ? Si vous regardez l'histoire la première grande histoire de tueur en série fictive qui est dans la trilogie d'Hannibal, d'accord, qui est le dragon rouge, et dans le dragon rouge, c'est un homme dont la masculinité a été émasculée par sa grand-mère, qui le menaçait de le castrer quand il était enfant, la grand-mère qui a traumatisé cet enfant, qui est devenu un tueur en série, et ce tueur en série se fait tatouer un dragon rouge sur le dos, qui est donc le signe, vous voyez, de l'homme qui s'éveille en lui et qui devient destructeur. Vous voyez, une masculinité destructrice, et donc il devient un prédateur, comme ça. Et puis enfin, dans l'Apocalypse, dans le livre de la Bible, l'Apocalypse, en gros, le mal est représenté sous 2 formes. C'est un dragon rouge sur lequel trône une prostituée. Et on peut comprendre ça comme étant les 2 pires aspects du masculin et du féminin. C'est-à-dire avec la prostituée de Babylone et le dragon rouge. Et c'est l'union des 2 qui correspond en gros au diable. Vous voyez, l'aspect noir de la masculinité et l'aspect noir de la féminité. Et donc, l'amplification, c'est de dire, regardez, je prends ces 3 histoires. Dans ces 3 histoires, si je dis le dragon rouge, c'est une forme de représentation de la masculinité, ça fait sens à chaque fois. Et donc, vous dites, si j'ai une 4e histoire, ça va être la première idée que je vais prendre, première idée que je vais explorer. Peut-être que ça ne collera pas, parce que le dragon rouge,
Ça symbolise pas peut-être la même chose à chaque fois, mais il y a des fois où du coup on pourra mettre ça dans une case du puzzle et voir si l'histoire elle fait sens en faisant ça. Vous voyez, ça on appelle ça les amplifications. Et c'est pour ça que la méthode de base d'interpréter des symboles, c'est quand on raconte une histoire, on parle des parallèles avec les autres histoires. Vous voyez? Et donc pendant qu'on parlera à la Belle au Bois dormant, je vous ferai des parallèles avec la petite sirène, des parallèles avec le roi lion, des parallèles parce que en fait c'est ces parallèles qui nous permettent de comprendre si l'interprétation elle est correcte ou pas. Vous comprenez? Si ça ne s'applique que à cette histoire-là, alors vous voyez, il n'y a rien qui nous garantit que c'est la bonne explication. Bon. Alors, il y a toute une tradition d'interprétation des symboles. Le plus vieil exemple qu'on ait de cette tradition-là dans notre civilisation, c'est dans la Bible, avec l'histoire de Joseph. Là, c'est un film qui raconte ça. Joseph qui interprète les rêves du pharaon, d'accord? C'est une très vieille histoire, donc cette histoire, elle se serait passée il y a plus de 3500 ans, d'accord? On raconte ça, le pharaon a des rêves, il n'arrive pas à interpréter ses rêves, et donc Joseph interprète les symboles dans le rêve. Il dit, les vaches, ça représente des années, voilà, donc il essaie d'interpréter les symboles. Donc ça, c'est très ancien. On a ensuite, toujours dans la tradition religieuse d'abord, on a chez les pères de l'Église une longue tradition, donc qui date d'il y a plus de 2000 ans, d'interpréter les symboles de la Bible, donc d'un point de vue symbolique. C'est-à-dire, on dit, voilà, il y a un serpent à une pomme, mais c'est pas vraiment un serpent, c'est pas vraiment une pomme. C'est un truc que symbolise le serpent et un truc que symbolise la pomme. Donc, qu'est-ce que ça symbolise? Et donc, les gens se posent déjà ces questions-là, donc on peut s'appuyer sur la façon dont eux, ils comprenaient ces symboles-là et voir si ça colle toujours aujourd'hui. Au Moyen-Âge, Moïse Maïmonide, qui est un rabbin espagnol, fait un guide d'interprétation symbolique de la Bible aussi, qui est très connu, qui s'appelle le guide des égarés. Sigmund Freud, évidemment, il est très célèbre avec son interprétation des rêves, et donc l'interprétation des symboles qu'il y a dans les rêves. Et puis ensuite, surtout, c'est pour ça que je les ai mis en plus haut, surtout ceux qui sont importants pour moi, c'est, même si évidemment on s'appuie sur tout, d'accord, mais qui ont vraiment marqué la période moderne, c'est l'école qui a été fondée par Carl Jung. Donc Jung et plusieurs de ses élèves, une de ses élèves que j'apprécie beaucoup, elle est plus accessible, c'est mieux de commencer par elle si ça vous intéresse. Marie-Louise von Franz, ça c'est un livre qu'elle a écrit sur le Petit Prince. Donc moi ce que je vous fais là sur la Belle au Bois dormant, elle a fait 200 pages sur le Petit Prince, d'accord, 200 pages interprétées, symbole après symbole du Petit Prince, et c'est très parlant. Et elle procède comme ça par amplification, c'est-à-dire qu'elle commence en disant, voilà, il y a un éléphant qui est dévoré par un serpent, qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder ce que signifie l'éléphant dans les différentes mythologies du monde, dans les différents contes. Deux, qu'est-ce que symbolise le serpent? Et est-ce que ça a du sens de dire qu'un serpent dévore un éléphant? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça fait sens par rapport à ensuite quand on le retrace dans cette histoire? Enfin, dans les choses plus récentes, je vous recommande ces deux frères, qui s'appellent Jonathan et Mathieu Pajot, qui ont une chaîne, alors je crois que c'est qu'en anglais, même s'ils sont bilingues, parce qu'ils sont canadiens, mais il y a quelques trucs en français, mais c'est principalement en anglais. Ils ont écrit un livre sur l'interprétation des symboles dans la Genèse, et une interprétation une réinterprétation de Blanche-Neige, et une autre de Jack et le haricot magique. Et il faut les entendre discuter de Blanche-Neige et Jack et le haricot magique, c'est vraiment estomaquant. L'interprétation qu'ils ont de ces histoires, c'est tellement intuitif, c'est quand on vous le dit, ça vous paraît tellement évident. Ah oui, évidemment que ça veut dire ça. C'est vraiment, voilà, ça je vous recommande fortement. Voilà, j'ai fini avec l'aspect méthode. Maintenant, donc les contes de fées. Pourquoi est-ce que vous voulez un bébé? C'est parce que mon interprétation des contes de fées, c'est que les contes de fées sont des histoires qui ont à voir avec la maturation, d'accord, avec la transformation de la personne, du bébé à l'adulte. Donc souvent ça commence, on voit l'enfant dans le berceau et ensuite on voit son cheminement, ok. Et il s'agit donc de transmettre des choses de base, en fait, en psychologie, en sociologie, etc. Ce sont en fait les effets de la socialisation, les différentes étapes de la maturation et comment est-ce que cette maturation, elle a ensuite un effet sur le rôle que prennent les gens dans la société. Parce que d'un point de vue de pénaliste, et un bébé, qu'est-ce que c'est? C'est soit Jeffrey Dahmer, soit Martin Luther King. Vous voyez? C'est qu'en fait, dans le bébé, il y a un potentiel et vous ne savez pas ce que va devenir le bébé. Et donc, la question que se pose les gens, c'est qu'est-ce qui fait qu'un bébé devient un tueur en série ou devient un héros des droits de l'homme? D'accord? Et donc, évidemment, ça fait partie des questions que les gens se posent. Et on veut savoir qu'est-ce qui dans l'environnement, qu'est-ce qui dans l'éducation, qu'est-ce qui dans les processus psychologiques des gens font qu'ils mûrissent ou qu'ils ne mûrissent pas, ou qu'ils développent certains vices, ou au contraire qu'ils développent certaines vertus. Vous voyez, et donc on veut savoir ça. Et donc le principe du conte de fées
ce qu'on va voir à chaque fois, d'accord, c'est que c'est toujours des histoires qui ont à voir avec le passage à l'âge adulte, l'éducation, le rapport avec les parents, et qu'il s'agisse de La Petite Sirène, ou de Peter Pan, ou de Aurore, de La Belle au bois dormant, on va voir ce cheminement, et où on va voir ce qu'elle va devenir en fonction de ce qui lui arrive. Ok. Je répète ça pour ceux qui m'ont déjà eu en cours, pour les autres, dans tous les cas, ça ne leur fera pas de mal parce que c'est quand même assez intense à bien absorber. Le modèle sur lequel je m'appuie pour interpréter cette notion de maturation, comment on mûrit, c'est donc le modèle qui est développé par Jung. Et le modèle qui est développé par Jung, c'est le suivant. Donc, vous connaissez tous la façon dont Freud se représentait l'inconscient. Dans l'inconscient, il est représenté comme en gros, j'ai ma partie animale, ma partie culturelle et ma partie consciente. Voilà. Et il y a une lutte entre ces trois aspects de moi. Jung a un modèle un peu plus complexe de comment fonctionne la personnalité. Donc, sa première idée, c'est que mon esprit est composé de trois entités. En gros, ce que moi j'ai l'impression d'être, le moi conscient, d'accord, le masque que je présente aux autres, on appelle aussi la persona en latin. Et puis, ce qu'il appelle l'ombre, c'est tout ce qui est inconscient, tout ce que je ne montre pas aux autres et que je cache aussi à moi-même. D'accord ? Et donc, souvent, dans les histoires, on a des personnages masqués comme ça qui sont représentés et qui représentent un peu le personnage qui, sous son masque, a une autre personnalité qu'on découvre que quand il enlève son masque. Vous voyez ? Et ça, c'est une des premières choses. L'enfant, en mûrissant, il se construit un masque social par rapport au rôle qui est attendu de lui. Et s'il mûrit correctement, il fait la distinction entre le moi et le masque. Il comprend qu'il n'est pas le masque. Vous voyez ? Normalement, vous devriez comprendre que vous n'êtes pas ce que les autres voient de vous. Parce que vous ne leur partagez pas tous vos états d'âme, ils ne connaissent pas tous vos secrets, ils ne savent pas tout ce qui vous passe par la tête. Et donc, il y a une différence entre le masque que vous avez et ce que vous êtes vraiment. S'il y a trop de différence, ça peut être l'origine d'une crise. Vous voyez ? Si vous êtes trop différent de ce que vous présentez aux autres, ça peut être l'origine du crise. Et si vous n'arrivez pas à faire la distinction entre ce que vous présentez aux autres et ce que vous êtes vraiment, ça peut aussi être à l'origine d'une crise. Ouais. Mais ça ne va pas trop nous intéresser pour La Belle au bois dormant. Ce n'est pas trop un thème important, le masque, pour elle. Et donc, ensuite, là où ça se complexe, ça complexifie un petit peu, donc on a l'ombre. L'ombre qui est en gros toute la partie que je rejette, toute la partie de moi-même que j'arrive pas à accepter sur moi-même, d'accord ? Et donc c'est la partie sombre que je projette sur le monde. Donc ça c'est un tout petit peu compliqué à comprendre, donc on passe 2 minutes à expliquer ce que c'est. Mais en gros, on peut comprendre déjà que ombre, d'abord ça veut dire la partie sombre. Par exemple, toutes mes formes de malhonnêteté, toutes mes formes d'égoïsme, toutes les choses dont j'ai honte, toutes les choses dont je peux me sentir coupable, tout ça, ça fait partie de l'ombre jusqu'au moment où j'arrive à l'accepter sur moi-même. Et à ce moment-là, ça acquiert la conscience et c'est plus dans l'ombre. Vous voyez ? C'est ça que Jung appelle l'ombre. Okay ? Mais il emploie ce terme pour une double raison. 1, donc parce que c'est sombre, et 2, parce que c'est ce que je projette sur l'extérieur. Vous voyez, on représente Naruto, le renard qui en gros qui représente toute la colère, etc., qu'il a accumulée, qui est à l'intérieur de lui, elle est projetée sur le monde, donc on voit qu'il a l'ombre du renard, vous voyez. Et ça, en fait, c'est la notion la plus importante à connaître en criminologie, parce que les criminels sont principalement des gens qui projettent leur agressivité, les pervers sont principalement des gens qui projettent leur perversion, etc. C'est quelque chose de très très basique. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à reconnaître les choses honteuses sur vous-même, vous avez tendance à l'attribuer aux autres. Le schéma peut se prendre de deux façons. Soit on projette dans un objet, c'est dans quelque chose d'extérieur, une personne ou la société, etc. Ça veut dire que vous voyez, la personne est noire là, l'autre, donc elle est pleine de choses dont elle a honte. Elle rencontre quelqu'un et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle projette vers la personne. Vous voyez ? Et elle pense que c'est dans la personne et pas dans elle. Je vais vous donner des exemples concrets après de ça, mais déjà le schéma c'est celui-là. Ou alors, deuxième possibilité, ce qu'on peut appeler une projection pure, c'est qu'il n'y a pas d'objet. Il n'y a pas d'objet. Vous êtes envahi par ces sentiments sombres et vous les projetez, du coup, dans un rêve, une hallucination, les visions, ou alors les personnages d'histoire. Donc, quelqu'un est beaucoup dans le déni de plein de choses qu'il a fait dont il a honte, il le projette, il voit un démon. Ouais, ou il fait un cauchemar, ou il voit un personnage très méchant. En fait, ce personnage très méchant, c'est une partie de lui. Vous voyez ? Ouais. Donc ça serait une projection, mais qui n'est pas capturée dans un objet, qui est pur. Et dans ce genre d'analyse, on va dire que les rêves, les histoires, elles sont faites de ça, elles sont faites de ces projections.
D'accord ? Et donc l'analyse jungienne des rêves, en fait, ça consiste à prendre chacun des personnages comme une projection du rêveur. Et donc quand il y a un conflit entre les personnages, c'est des conflits entre différents aspects du rêveur. Exactement comme ce film qui avait fait beaucoup de succès là récemment, que j'ai pas vu, mais qui s'appelle Vice Versa, là, sur les émotions, vous voyez, c'est exactement ça, c'est qu'à l'intérieur de l'esprit, vous avez des émotions qui se battent les unes avec les autres. Et ben, l'idée, c'est que quand on interprète un rêve, qu'est-ce que c'est? C'est que chacun des personnages, en fait, c'est les parties de vous qui sont en conflit ou en accord les uns avec les autres, vous voyez. Et c'est comme ça, c'est ça l'interprétation jungienne du rêve. Des exemples de projection de l'ombre. Alors Peter Pan, qui est la forme de l'immaturité masculine, il a complètement perdu le contrôle sur son ombre. Vous voyez, l'ombre est complètement autonome. Donc il n'arrive même plus à contrôler en gros ce qu'elle fait. Ça, c'est des exemples de projection de l'ombre. Par exemple, le cynisme excessif, des gens qui eux-mêmes se comportent pas forcément, parfaitement, vont passer leur temps à reprocher aux autres de mal se comporter, d'accord? La personne qui est à la fois infidèle et jalouse, d'accord, c'est très commun. Les gens qui sont infidèles, c'est rare qu'en même temps ils soient très sympas avec leur partenaire. En même temps, ils peuvent être aussi très jaloux de leur partenaire. Vous voyez? Et donc pourquoi? C'est parce qu'ils projettent, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ayant du mal à s'empêcher de tromper, ils pensent tout le temps que l'autre va tromper. Vous voyez? L'homosexuel homophobe, c'est très classique. Il y a eu un livre entier qui a été écrit sur ça récemment dans l'homophobie au Vatican. Il y a eu, à l'époque où j'enseignais aux États-Unis, un des plus grands pasteurs qui était très homophobe sur les homosexuels en enfer, etc. On s'est rendu compte qu'il avait des gigolos, etc. Et c'est vrai qu'il se pose la question même s'il y a des gens qui peuvent ne pas avoir de goût pour l'homosexualité, la question c'est pourquoi est-ce que ça peut tellement vous préoccuper et tellement être un truc tellement important pour vous? Et une des explications peut être peut-être parce que c'est vraiment important pour vous. Ouais, donc c'est vraiment important pour vous, si vous vraiment ce que vous faites ça vous dégoûte, vous allez passer votre temps à le projeter sur l'extérieur, vous voyez, pour arriver à vous purger de ça. Donc ça c'est des cas très classiques. En criminologie, l'agressivité qui est auto-justifiée, c'est-à-dire qu'en gros, vous agressez quelqu'un et vous dites que c'est lui qui était agressif. Vous voyez, non, en fait, vous avez presque fait, selon vous, vous avez presque fait que vous défendre en fait. Vous voyez, c'était lui qui était agressif, mais vous avez vu son agressivité et donc vous avez l'impression que vous êtes défendu alors qu'en fait, l'agressivité est en train de monter à l'intérieur de vous. Et enfin, je vous ai mis ces deux images, parce qu'évidemment, dans les relations de couple, c'est là que c'est le plus frappant, la projection est la plus frappante. Si quelqu'un vous dit que tous ses ex étaient folles, ou une fille vous dit que tous ses ex étaient des pervers narcissiques, il y a une probabilité pour que la personne projette beaucoup de sa propre responsabilité, de ce qui s'est mal passé dans le couple. C'est-à-dire que dans un couple, quand les choses se passent mal, en général, il y a une responsabilité qui est partagée. D'accord ? Alors évidemment, il peut y avoir des cas extrêmes, mais en général, comme on reste dans une relation sur le temps long, vous avez à minima la responsabilité, vous auriez dû partir à temps, vous auriez dû vous rendre compte que quelque chose n'allait pas, il y a un minima de responsabilité partagée. Et donc celui qui n'arrive pas à se rendre compte du tout de sa responsabilité à lui, il va avoir tendance à penser que c'est toujours la faute de l'autre. Et donc l'exemple très typique de projection dans le couple, et c'est évidemment pour ça que c'est censé être une sorte de red flag, d'accord? Si quelqu'un vous dit que il y a des ex, tous ces ex ont des problèmes, c'est probablement que lui a un problème, d'accord? Alors maintenant, dernier aspect à voir sur le modèle jungien, et ensuite on peut attaquer la belle œuvre d'or. Un des apports du modèle jungien, qui marche très bien sur les contes de fées, c'est d'avoir essayé d'éclairer ce qu'il y avait à l'intérieur de l'ombre, d'accord? C'est ce qu'il y avait à l'intérieur de l'inconscient. Et il y a principalement trois choses. Ceux qui m'ont eu en séminaire cette année sur les femmes féminines, on a parlé que des deux premiers. Là, je vais aussi vous parler du troisième. Principalement trois choses. Ce qu'il appelle l'animus et l'anima, c'est-à-dire la part masculine et la part féminine. Et ensuite, ce qu'il appelle le soi, c'est nous, on va appeler ça, pour ne pas avoir utilisé des termes techniques, le potentiel ou la totalité, c'est-à-dire ce que vous pourriez être. On commence par l'animus et l'anima. L'idée, c'est que l'idée est très simple. Une fois qu'on l'a dit, ça paraît évident, d'accord? L'idée est très simple. On a tous en tête des stéréotypes masculins et féminins, d'accord? Et donc, puisqu'on a tous en tête des stéréotypes masculins ou féminins, ça veut dire qu'en tant qu'homme, il y a deux raisons pour lesquelles je pourrais ne pas accepter quelque chose sur moi. Soit je ne l'accepte pas parce que c'est trop négatif, ça me fait trop bon, d'accord? Donc par exemple, j'ai été malhonnête, j'ai été désagréable avec quelqu'un, malpoli, je sais pas, bon, j'ai du mal à retenir, et je lui dis non, c'est pas moi qui est malpoli, c'est lui qui méritait qu'on soit malpoli, vous voyez, parce que j'ai du mal à accepter, c'est négatif. Soit je peux avoir du mal à accepter quelque chose parce que je l'associe stéréotypiquement aux femmes. Et c'est pas forcément négatif, c'est juste que pour moi, c'est les femmes qui sont comme ça. Et donc du coup, je pourrais avoir du mal à l'accepter. Par exemple, un stéréotype, les femmes sont plus sensibles
d'accord, que les hommes. Ils sont plus à l'écoute de leurs émotions que les hommes, par exemple, d'accord. Et donc du coup, si moi-même, un moment où je suis sensible, un moment où je suis pris par les sentiments, en tant qu'homme, je peux avoir du mal à l'accepter, même si c'est pas négatif, d'accord, même si ça peut être quelque chose de positif. Parce que parfois ça peut être positif, évidemment, il y a plein de fois où ça peut être positif d'être sensible, d'accord. Donc même si c'est pas positif, même si c'est pas négatif, je peux avoir du mal à l'accepter juste parce que je l'associe stéréotypiquement aux femmes et donc j'arrive pas à le reconnaître en tant qu'homme, ok. Et donc Jung va dire la maturité, et c'est ça qu'on verra la prochaine fois quand on parlera Peter Pan, du côté du garçon, la maturité, c'est accepter sa part sombre, donc recoudre l'ombre, d'accord, et 2, accepter sa part féminine, donc clochette, d'accord. Il doit accepter qu'il a une part féminine, il doit accepter qu'il a une part sombre, d'accord. Du point de vue de la femme, on a donc un schéma qui est différent de maturité, c'est que la femme doit accepter ses côtés sombres aussi, mais elle doit aussi accepter les côtés qu'elle attribue stéréotypiquement aux hommes. Et donc ça, c'est une histoire sur laquelle je ne fais pas de session dessus parce qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de choses à dire, mais qui est assez simple à comprendre, qui est l'histoire de Mulan, où Mulan, qui est l'intégration de la partie masculine. Progressivement, elle apprend à devenir comme un homme, d'accord, ce qui est à la fois au début, c'est des choses qui sont un peu stéréotypiques, mais après, qu'est-ce que c'est les aspects positifs qui sont stéréotypiquement associés à l'homme? Le courage, la capacité de s'affirmer, la confiance en soi, d'accord. Et donc, dans le modèle jungien, on va dire, le chemin de maturation du garçon et de la fille ne sont pas la même, parce que la fille doit apprendre à avoir confiance en elle, à s'affirmer, à ne pas se laisser marcher sur les pieds, comme un homme, d'accord, comme l'explique dans Mulan, et le garçon doit apprendre à être à l'écoute de ses sentiments, à être sensible, etc. Vous voyez? Et c'est comme ça que en fait, chacun arrive à ne pas rejeter dans l'inconscient ces parties qu'il avait rejetées parce qu'il les associait à l'autre sexe. Ce qui est très important dans ces histoires, c'est qu'il s'agisse d'histoires mythologiques ou des contes de fées, c'est que, évidemment, à l'intérieur de l'animus et à l'intérieur de l'anima, il y a tout un tas de représentations de ce que peuvent être les stéréotypes masculins et féminins. Et donc, si on prend le panthéon grec, par exemple, là, je vous ai mis le jugement de Paris, qui rencontre Aphrodite, Héra et Athéna, d'accord. Et Aphrodite, Héra et Athéna, c'est 3 formes de l'anima, voyez, c'est 3 stéréotypes féminins. Et ils rencontrent les 3 stéréotypes féminins, et donc ça veut dire que en fait, une des parties de la maturation de la personne, c'est de se rendre compte de la diversité qu'il existe, d'accord, à l'intérieur de l'anima et de l'animus. Et donc, la maturité de la personne, elle passe aussi par la maturité de sa partie masculine et de sa partie féminine. C'est-à-dire que plus un homme mûrit, plus il arrive à avoir une vision nuancée et diversifiée des femmes. Voyez, et plus une femme mûrit, plus elle arrive à avoir une vision nuancée et diversifiée de tout ce qui existe comme homme. Vous voyez, donc et donc le rôle de cette histoire, c'est de montrer tous les genres d'archétypes qu'il y a. Et donc chez les Grecs, la femme, elle représente, oui, l'amoureuse Aphrodite, mais elle représente aussi la sagesse Athéna. Vous voyez? Le dernier volet du modèle jungien dont on ne va pas parler cette année en séminaire, mais qui est important dans les contes de fées, c'est ce que Jung appelle le soi, et que, en gros, on peut appeler le potentiel de la totalité. C'est en gros ce que vous pourriez être si vous aviez intégré toute l'ombre. C'est-à-dire que si vous ne projetiez plus rien, si vous pouviez vous rendre compte complètement de ce que vous êtes, connais-toi toi-même, vous savez, l'adage grec, d'accord? Si vous arriviez à ça, alors vous aurez atteint une forme parfaite en gros, de ce que vous pouvez être. Et vous n'avez plus aucun déni sur vous-même, vous aurez atteint une forme parfaite de ce que vous pouvez être. D'accord? Et donc ça, c'est le potentiel de chacun. Tout le monde a le potentiel d'être dans le moins de déni possible, d'être le plus honnête possible vis-à-vis de lui-même. Et donc ce potentiel, il est représenté par différents symboles. Et il y a 3 catégories de symboles. La première catégorie de symboles, c'est tout ce qui symbolise la totalité et qui est souvent sous la forme de cercle, où on peut voir par exemple des unions entre les opposés. Le yin et le yang, c'est un des symboles les plus classiques de ça, où on voit l'union entre, vous voyez, la lumière et l'ombre, la terre et le ciel, le feu et l'eau, etc. Et qui sont représentés dans un cercle et dans une totalité. Et ça symbolise, vous voyez, quel est l'objectif, à quoi on pourrait arriver de mieux. Les mandalas, les vitraux comme ça, circulaires, dans la symbolique jungienne, c'est des symboliques comme ça de la totalité, d'accord? Deuxième façon qu'on a de représenter le soi,
c'est sous la forme du triangle ou de la pyramide, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus haut. Vous voyez, ce vers quoi on pourrait viser. C'est en gros ce que l'humain pourrait viser de mieux, c'est en gros de se connaître complètement. Et donc, on peut représenter sous la forme de triangle ce genre ce symbole-là, et donc c'est souvent des symboles divins. Là, je vous mets la pyramide, et là, je vous mets les symboles des représentations de Dieu dans le monothéisme. Et enfin, troisième façon dont on peut le représenter, c'est sous la forme du héros. Le héros, alors ça c'est un schéma qui vient d'un successeur de Jung qui s'appelle Joseph Campbell, qui est un des principaux livres qu'on lit à Hollywood, quand on veut faire une histoire de héros. C'est pour ça que les histoires se ressemblent, parce qu'on prend en gros le schéma qu'a étudié Joseph Campbell, il a analysé des dizaines d'histoires de héros, il essaie de trouver quel est le point commun à l'histoire de héros, et l'histoire de héros, en gros, le schéma classique de l'histoire de héros, c'est qu'on a un personnage qui a un appel à l'aventure, qui traverse un autre monde. Dans cet autre monde, il vit des épreuves, et il ressort transformé. Et cette transformation, en fait, cette capacité des gens à se transformer, c'est ça qu'on montre comme ce qui est de plus haut. Ce qui est de plus haut, c'est d'être capable, en gros, d'absorber le contenu inconscient et de changer comme personne. Voilà. C'est ça qu'on admire. Et enfin, on a des symboles qui regroupent tous les trois. Pour les symboles du soi, les symboles du potentiel, on a le héros au milieu du cercle qui pointe vers le haut. Vous voyez ? Donc ça, c'est la représentation centrale dans notre culture pendant 2000 ans, de ce qu'on a représenté comme étant le plus élevé. Okay. Alors pour finir, je vous mets quelques illustrations du modèle jungien, et puis ensuite, on attaque sur la Belle au bois dormant. Alors, ce schéma-là, c'est la signature d'un tueur en série, qui s'appelle Son of Sam, qui a tué une dizaine de personnes dans les années 70, et sa signature, vous connaissez tous, c'est le modèle, C'est Dieu, en haut, le potentiel, le serpent, en bas, c'est l'ombre, et le masculin, le féminin. Donc c'est un schéma qu'on va retrouver partout. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas un schéma qu'invente Jung. Vous voyez, c'est un schéma qui n'est pas original du tout. C'est pas original, Et donc du coup, c'est ça qui le rend intéressant. Et dans plein d'histoires, je vais vous montrer quelques exemples. Dans plein d'histoires, on a en fait un cadrage où les principaux protagonistes de l'histoire, ils représentent ces différentes parties de l'inconscient. Et donc dans le royaume, vous avez Simba qui représente le masculin, avec Nala qui représente le féminin. Il voit apparaître, il projette, vous voyez, il voit apparaître dans le ciel son père qui lui représente son potentiel, ce qu'il pourrait être. Vous voyez, s'il reconnaissait ce qu'il était, il pourrait être comme ça. Vous voyez. Et enfin, Scar qui représente la part sombre. En Naruto commence, vous avez cette équipe avec 4 personnes, et donc Naruto qui est le protagoniste principal qui représente le masculin, Sakura qui représente le féminin, et donc alors que lui il est bête, idiot, immature, elle est plus mature que lui, parce que c'est ça un des aspects positifs du féminin, les femmes sont plus matures, et dans le stéréotype, ça veut pas dire que toutes les femmes sont plus matures, mais dans le stéréotype on se présente la femme comme plus sage, comme plus mature. Sasuke qui représente la part sombre de Naruto, c'est-à-dire que quelqu'un qui a eu le même vécu que lui, mais qui lui prend la voie de la vengeance au lieu de rester positif, donc ça représente sa part sombre, ce qu'il pourrait être s'il cédait à ses démons. Et enfin, ils ont leur maître qui représente le potentiel, ce qui pourrait être s'ils faisaient de leur mieux, ils pourraient devenir comme lui. Voyez. Et donc vous avez ce schéma-là, encore une fois, et enfin, dernier exemple où on trouve ce schéma. Et cet exemple-là, il est assez intéressant, c'est pour ça que j'ai choisi là, parce que ça combine deux aspects. Dans Zelda, vous avez donc le personnage principal qui est le garçon, Zelda qui représente la sagesse, donc une des plus hautes idées qu'on peut se faire du féminin, du stéréotype féminin le plus élevé, la sagesse, Ganon qui représente la part sombre, et ce qui est intéressant, c'est que le potentiel est présenté sous la forme d'un triangle, donc la Triforce, mais c'est un triangle qui représente non seulement il pointe vers le haut, mais c'est aussi la totalité parce qu'on vous dit qu'il est composé des trois. Ouais, on vous dit que la Triforce, c'est le courage, et ça c'est Link, la sagesse, c'est Zelda, et la force, c'est Ganon. Et donc il y a les deux symboles dedans, vous voyez, on vous dit c'est à la fois le potentiel et à la fois la totalité. Ouais. Et donc c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que c'est un symbole qui est très parlant, parce qu'il regroupe les deux aspects du soi. C'est bon ? Allez, on commence.